Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Grands Espaces avec aujourd'hui la thématique autour du Spitzberg. Je vais juste patienter quelques petites minutes pour voir s'il y a des personnes vont se connecter en plus, pour leur laisser un petit peu le temps d'arriver. Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir avec moi pour une nouvelle soirée sur nos destinations. Vous m'avez déjà peut-être vu dans d'autres webinaires ou à bord d'un bateau, ce qui est aussi possible. Pour rappel, je suis Mathieu Ramu, je suis à la fois directeur marketing de Grands Espaces et j'accompagne aussi de nombreux voyages en tant que guide polaire dans les régions polaires, principalement sur l'archipel du Svalbard et au Groenland, même s'il m'est arrivé aussi d'accompagner quelques voyages en Antarctique. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler du Spitzberg. Alors déjà, pour résumer un peu rapidement, parfois ma langue fourche entre Spitzberg et Svalbard, pour la simple et bonne raison que Svalbard correspond à l'archipel et le Spitzberg, son île principale. Mais ça, on va voir ça sur la carte, ça sera plus simple. Alors, avant de rentrer sur la partie arctique et donc sur la partie du Spitzberg et Svalbard, c'est toujours important de faire un peu en entonnoir et donc de parler des grandes généralités pour débroussailler un petit peu ça pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas. Grande différence entre l'Arctique et l'Antarctique. Aujourd'hui, on parle du Spitzberg qui se trouve en Arctique. L'Antarctique est un continent terrestre, le 7e continent, avec une calotte de glace qui recouvre sa quasi-totalité et a fait plus de 2000 mètres d'épaisseur. Continent, donc avec des montagnes, avec de la terre, montagne qui dépasse les 4800 mètres pour la plus haute, le mont Vinson. L'Arctique, quant à cette région, c'est un océan qui est composé majoritairement de glace pendant l'hiver, avec la banquise qui va s'étendre et atteindre son extension maximale au mois de mars et qui va se réduire à partir du mois de mars jusqu'en septembre à peu près et libérer certains accès. Donc cet océan arctique est doté aussi, il possède aussi des morceaux de continents, d'îlots, d'îles, de grandes îles, et voilà. Et aujourd'hui, ce sont 5 pays arctiques principaux, le Groenland, les États-Unis avec l'Alaska, le Canada, la Russie, la Norvège principalement. Alors, pour la suite du webinaire, n'hésitez pas à me poser des questions après dans le chat qui est à votre droite. J'essaierai d'y répondre soit au fur et à mesure, soit en revenant sur les questions à la fin. Alors, déjà, il est important de se poser un petit peu. Souvent, on nous pose la question quels sont les paysages qu'on va pouvoir observer au Spitzberg. Alors, Spitzberg veut dire montagne pointue, parce que quand ça a été découvert par Willem Barents en 1596, il l'a découvert par le nord, d'ailleurs, le Spitzberg, il cherchait le passage du nord-est, il a découvert le Spitzberg en redescendant. Eh bien, ce sont des montagnes pointues. En effet, des montagnes pointues qui ne sont pas très hautes, avec des glaciers qui viennent se jeter dans les fjords. Les montagnes ne sont pas très hautes, puisque la plus haute montagne est aux alentours des 1750-1800 mètres, ce qui comparé aux montagnes du Groenland, donc là sur cette photo c'est le Groenland, c'est beaucoup plus bas. Le Groenland c'est le pays des superlatifs, avec des montagnes qui peuvent dépasser les 3000-3500 mètres, avec des fjords gigantesques et aussi des icebergs gigantesques, les plus grands de l'hémisphère nord. Ces icebergs du Groenland viennent de la calotte de glace, qui permet d'avoir des icebergs beaucoup plus grands. Au Spitzberg, ce sont des icebergs qui viennent principalement de bassins glaciers et des glaciers ensuite, et qui sont plus petits. En termes de paysage, au Spitzberg, c'est typiquement ce type de paysage-là qu'on va pouvoir voir pendant l'été, donc des paysages de toundra et de désert polaire. On voit au bout les petites montagnes avec justement ces bassins glaciers et ces glaciers qui viennent se jeter dans les fjords, et puis aussi des patchs de neige. Alors typiquement, cette photo a été prise en juillet, donc voilà, ça montre un petit peu le type de paysage. Il faut se dire qu'on est dans des régions désertiques, donc avec extrêmement peu de précipitations, puisque les précipitations au Spitzberg sont d'environ 40 à 50 mm par an. Donc on est sur de très faibles précipitations, et ce qui fait que forcément ça fond extrêmement vite. Hop. Donc ces glaciers qui viennent se jeter, dont on va pouvoir s'approcher lors de nos voyages à bonne distance, c'est 400 mètres la distance réglementaire, et justement nos guides seront à bord justement aussi pour vous raconter l'histoire de ces glaciers, les couleurs des glaces, et c'est toujours des moments assez impressionnants. La banquise, bien sûr, je vais y revenir un petit peu après, cette banquise qu'on va aller chercher aussi au Spitzberg.
Pendant l'été, elle risque d'être pas mal au nord. Généralement, elle reste emprisonnée, elle reste collée sur la terre du nord-est. Parfois, elle se décolle et il faut la chercher. Mais on va toujours essayer d'aller passer au moins une journée dans cette banquise. Alors justement, quand partir? Parce qu'on a vu ces variétés de paysages. Et du coup, on va vraiment avoir des époques très différentes. Donc ça, c'est la carte du Svalbard. Comme je vous l'ai expliqué, donc l'archipel du Svalbard de manière générale, et avec qui comprend donc la terre du Nord-Est, le Northlandet, donc tout au nord à l'est, toutes les petites îles qui sont au nord, et les îles à l'est, Ejoya, Barentsoya, etc. Prince Karlsfjord Land à l'ouest. Donc ça, c'est l'archipel. Le Spitsberg, c'est vraiment l'île principale de l'ouest, avec Longyearbyen, pardon, qui est la ville principale, là où on arrive directement, puisqu'il y a une piste d'atterrissage. Donc Longyearbyen, qui a été fondée par un minier américain. Et à l'origine, alors le Spitsberg n'a jamais été colonisé. Comme je dis, ça a été découvert en 1596 par Willem Barents. Il y a eu plusieurs époques. Il y a eu des époques de baleiniers, notamment, une grande époque de baleiniers. Au tout début du XVIIe siècle, parce que dans son expédition, Willem Barents, il avait un, un, un marin avec lui, Hudson, qui, en revenant de cette expédition, a dit qu'on ne pouvait même pas mettre les chaloupes à l'eau tellement il y avait des baleines, c'était des véritables carpières. Et du coup, le mot s'est vite étendu et beaucoup de baleiniers sont venus et en une centaine d'années, la plupart des baleines, malheureusement, ont été massacrées au Spitzberg, avec notamment le Smeerenburg, qui est au nord-ouest du Spitzberg, qu'on appelle la baie de la Grèce, parce qu'on avait des installations de plus de 200 hommes pendant la plus grosse période de la chasse à la baleine, qui venaient chasser les baleines, transformer la graisse en huile et ensuite l'exporter en Europe. C'était avec cette huile qu'on allumait la plupart de nos villes européennes. Ensuite, il y a eu plusieurs autres époques, notamment les trappeurs pour les renards, les ours, etc. Et puis aussi les explorateurs et les scientifiques, et aujourd'hui le tourisme. Ça, c'est les différentes époques. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de ville, si ce n'est Longyearbyen, donc qui est cette ville anciennement minière. Il y a encore une mine à charbon aujourd'hui. Barentsburg et Pyramiden, qui sont dans l'Isfjord. L'Isfjord, c'est là où est situé Longyearbyen, donc vraiment au centre, sur la côte, sur l'ouest. C'est le plus grand fjord du Spitsberg. Euh, et c'est tout. Ensuite, il y a Ny-Ålesund qui est un peu plus au nord, qui est une base scientifique, mais voilà, ça n'a pas, c'est pas colonisé. Alors, pour revenir sur la question, c'est à quelle époque il faut y aller. Là, je vous ai mis une carte des glaces de mars 2023. Donc, on est potentiellement à l'extension de glace la plus importante. Vous voyez que l'archipel est complètement pris dans la glace, sauf la côte ouest. La côte ouest, en fait, est globalement libérée par le Gulf Stream et par les courants marins qui viennent libérer la côte ouest de glace. Et c'est pour ça qu'elle n'est quasiment jamais prise dans la glace. Généralement, on peut avoir de la glace sur la côte vraiment nord-ouest, mais là, fin mars, il n'y avait pas de glace. Par contre, toute la côte est est complètement prise dans la glace, comme l'est aussi d'ailleurs, si on regarde sur le Groenland, toute la côte est du Groenland, qui est complètement inaccessible au mois de mars. En fait, il se trouve que la banquise vient se déverser le long de la côte est du Groenland. Donc là, on est un petit peu plus tard, on est en avril 2020, alors 2022, donc un mois plus tard, en avril. On voit que la côte est est toujours prise, très très prise. La côte ouest est libérée. C'est un petit peu plus libéré au nord. Alors ça va dépendre aussi des courants marins. C'est-à-dire que des courants et surtout des vents aussi. Si on a des dominantes de vent du sud, ça a tendance à pousser un petit peu plus la banquise vers le nord. Et donc qui va se libérer un peu plus tôt. Et là, on est en juillet 2022, et on a l'archipel qui est complètement libéré des glaces. Alors, cette carte, alors ça vous donne une indication déjà sur les époques auxquelles on va voyager dans cet archipel. Avant le mois de mars, globalement, c'est pas possible pour plusieurs raisons. Pour les raisons de glace, on ne peut pas naviguer ou vraiment difficilement, parce que ce qu'on voit pas très bien sur les cartes de glace, c'est que aussi tous les fjords sont légèrement bloqués par la glace ou par des plaques de banquise. Et du coup, on ne peut pas vraiment y accéder. Ensuite, avant mars, on va être sur de jours permanents, des températures très très froides. Les colonies d'oiseaux ne sont pas encore là, c'est pour ça qu'on y va moins. Même si nos premiers voyages démarrent au mois d'avril dans ces règlements, enfin pour nos voyages, démarrent en avril. Alors, pourquoi on y va justement à partir de mars-avril?
Mars-avril, en fait, ce qu'on va aller chercher, ça va être des paysages, principalement des paysages différents, vraiment l'Arctique comme on le rêve, comme on l'imagine, c'est-à-dire cet Arctique blanc, glacé, neigeux et froid. On va avoir, ça va offrir vraiment des très très belles couleurs. Je vais vous passer un petit film juste après notre voyage en avril de l'année dernière, de cette année, non, l'année dernière, pardon, qui était sur l'Explore, notre yacht de 12 places. Et on est vraiment dans des couleurs assez incroyables, vraiment féeriques, qui viennent se refléter sur la banquise, sur les paysages et sur les montagnes. Cela dit, cette époque, son inconvénient, alors, il y en a un qui est un peu technique, hein, il fait forcément un peu plus froid, mais surtout, ça va être la faune. La faune est plus difficile à observer, les ours sont plus difficiles à observer parce que généralement, plus au nord, on ne peut pas accéder. Ils sont souvent encore sur la banquise. Les colonies d'oiseaux ne sont pas là. Il y a des oiseaux, mais beaucoup moins. Ce qui fait que s'il n'y a pas de colonies d'oiseaux, c'est plus difficile de voir des renards, parce que les renards, on a une facilité d'en trouver sous les colonies d'oiseaux, parce que généralement, en fait, ils vont rester sous les colonies d'oiseaux pour aller attraper les petits ou attraper les œufs. Et du coup, on a une faune qui est un peu plus difficile à observer. On va avoir des phoques, des morses, etc., mais c'est pas vraiment l'explosion de la faune. L'explosion de la faune, on l'a à partir de mi-juin, à peu près. Là, voilà, ça c'est une photo justement encore au mois d'avril avec on voit cette banquise de fjord et on va venir s'amuser dedans. Du coup, mi-juin, début juillet, c'est là où on va avoir donc cette neige va fondre assez rapidement, comme j'expliquais tout à l'heure. Et c'est là où on va avoir par contre véritablement l'explosion de la faune avec les colonies d'oiseaux qui viennent se former à partir de mi-juin, avec les petits qu'on va pouvoir voir en juillet, et vraiment pouvoir avoir le plus de chances possible d'observer la faune, aussi les ours polaires, parce que en fait, quand la banquise se rétracte, si on revient sur la banquise, là on a plein de banquise, donc les ours on va les retrouver pas mal sur la banquise et à terre, et quand la banquise se rétracte, les ours vont rester à terre, et ce qui offre donc plus d'opportunités d'observation pendant l'été. Je vais revenir sur quelques questions qu'on m'a posées pendant que je faisais ma présentation. Alors, quelle profondeur sous l'eau non visible au niveau des glaces? Alors, ça va beaucoup dépendre des fjords, beaucoup dépendre des fjords. Certains fjords vont avoir beaucoup de profondeur, plusieurs centaines de mètres, d'autres un petit peu moins. Il y a une indication qu'on peut donner qui est assez intéressante. En tout cas, ça va être sur la manière dont descend le sol. Là, sur cette photo, par exemple, on a un glacier qui est très régulier, qui se casse pas, qui n'est pas en escalier, ce qui veut dire qu'on a une descente assez régulière. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une glace très, très droite. On a des glaciers beaucoup plus irréguliers sur les fronts de mer, comme celui-ci. Ça veut généralement dire qu'on a un fond un peu plus irrégulier qui peut descendre un peu plus vite. Euh, une proportion d'un iceberg, généralement, c'est 70-30. Hein, donc, quand on a des icebergs proches de l'eau et qui va faire une dizaine de mètres, généralement, on sait qu'en dessous, on va avoir quasiment le double, voire le triple, même si c'est une proportion de poids, ce qui fait qu'il peut être étalé. Mais voilà, on peut avoir plusieurs dizaines, voire une centaine de mètres de profondeur au pied d'un glacier, mais ça va vraiment dépendre. Je n'ai pas la topographie réellement en tête. Je sais que dans certains fjords du Groenland, on peut avoir 1500 mètres de profondeur. Au pied d'un glacier, ça va vraiment varier de chaque fjord. Et, euh, sur une inscription sur le départ du 17 juillet, le départ est garanti. Alors, tous les départs sont garantis. Normalement, on a dû vous le dire à la réservation, mais il n'y a pas de départ non garanti, en tout cas pas sur l'Ocean Nova ni sur l'Explorer. Enfin, voilà, c'est toujours des départs garantis. Combien est-ce qu'il y a d'habitants à l'année à ce jour à Longyearbyen? On compte environ 1500-2000 habitants à l'année à Longyearbyen. Principalement, aujourd'hui, ce sont soit des scientifiques, soit des étudiants, soit des gens qui travaillent pour faire fonctionner la ville. L'été, ça passe plutôt aux alentours de 3000 à 4000 habitants, notamment pour gérer les infrastructures touristiques. Est-ce que le soleil est généralement présent en juillet? Alors, le soleil est présent en juillet. Le réchauffement climatique fait que malgré tout, en effet, on peut avoir un peu plus de brume de temps en temps. Cela dit, on arrive toujours à essayer à s'en échapper. Il n'est pas impossible d'avoir une sortie qu'on va décaler parce qu'on va être pris dans la brume. Après, généralement, on va avoir des temps plutôt dégagés avec des plafonds nuageux qui peuvent être assez hauts. On va avoir parfois des journées très ensoleillées, des journées brumeuses, des journées nuageuses, parfois pluvieuses ou neigeuses même. Ça va être quelque chose d'assez aléatoire. Donc, il peut y avoir une journée entièrement gâchée par le brouillard. À ma connaissance, ce n'est jamais arrivé.
Par contre, ça peut arriver d'avoir une matinée ou une après-midi où on va devoir décaler l'activité pour pouvoir, parce qu'on va aller se repositionner hors du brouillard. Une dernière question et après je reviendrai aux autres questions après. Sur une réglementation en 2024. Alors ça, c'est une question qui est importante. Il y a une réglementation en 2024 d'approche des animaux et des ours polaires et aux distances d'observation. Alors ça, en effet, c'est une réglementation potentielle qui va arriver en 2024. Pour le moment, cette réglementation n'est toujours pas en place. Qu'est-ce que dit cette réglementation? Cette réglementation va autoriser l'accès à seulement certains sites. Nous, l'avantage des petits bateaux de moins de 100 places, ça nous permet d'aller tout de même dans plusieurs sites. Et surtout, cette réglementation est vis-à-vis de la faune. Techniquement, en fait, cette nouvelle réglementation, si elle se met en place, nous empêchera d'approcher les ours polaires à moins de 500 mètres. Aujourd'hui, pour vous donner un comparatif, on peut les approcher une quarantaine, cinquantaine de mètres, parce que on est en zodiaque depuis l'eau et eux à terre. Un protocole d'approche d'ours est extrêmement strict. On fait très attention à ne pas le déranger, pas perturber son comportement. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu agacé par ces discussions autour de ces nouvelles réglementations. Pour le moment, voilà, comme j'ai dit, elles ne sont pas encore en place. Si elles venaient à mettre en place, eh bien, on continuerait à faire nos approches d'ours de manière différente, c'est-à-dire qu'on, bien sûr, on respecterait les règles. Cela dit, ça ne nous empêchera pas d'essayer de faire des belles approches d'ours dans la banquise, puisqu'on serait plus sous les autorités norvégiennes qui gèrent le Svalbard, et donc on ferait nos observations, on tenterait de faire le plus d'observations possible d'ours dans la banquise. Et si ce n'est pas le cas, on serait obligé de tenir ces distances-là. Après, techniquement et concrètement, comment ça se passera sur le terrain, c'est toujours un petit peu différent, parce qu'il arrive parfois que lors d'excursions en zodiac, proche d'un glacier ou proche de la Terre, on tombe sur un ours, c'est déjà arrivé. On ne va pas s'enfuir non plus à toute vitesse, donc je pense qu'on profitera quand même pour faire quelques photos, tout en se reculant doucement pour ne pas perturber l'ours. Voilà, après, il y a d'autres espèces aussi, les morses, etc. Il y a quelques autres techniques, règles d'approche. Voilà, pour le moment, je n'ai pas beaucoup plus d'informations à donner là-dessus, puisqu'on n'a pas beaucoup plus d'informations sur la mise en place ou non de ces réglementations. Hop. Alors, sur les bateaux, pour aller explorer, donc j'en ai un petit peu parlé déjà, l'Explorer. Alors, avant de passer au bateau, je vais vous montrer juste deux petits films, pour comme ça vous aurez une bonne idée de différence de paysage. C'est un petit film sur l'Explorer, donc qui est tourné en avril, et ensuite un petit film qui est tourné sur l'Ocean Nova. Alors, c'est que des plans drone, mais qui est en plein juillet, donc ça vous donnera aussi une idée sur au moins les paysages. Alors, hop. Donc, vous voyez, là, on a vraiment des comme ça n'a rien à voir. Là, avec de la banquise de fjord qui rentre au pied du lac. Là, avec des couleurs un petit peu en juillet, parce que le soleil t'absorbera aussi plus haut. Et, un peu plus maintenant, j'ai baissé le son. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu
Donc voilà, déjà c'était pour vous donner une petite idée. Donc là, c'était vraiment des paysages du mois d'avril. Donc on l'a vu, beaucoup de glace, beaucoup de neige, des températures plus fraîches, aussi des couleurs vraiment merveilleuses, hein, des couleurs rosées qu'on va pas avoir pendant l'été au mois de juillet, parce que justement le soleil est à son paroxysme, c'est-à-dire que le soleil de minuit, c'est un petit peu comme s'il était 15 heures ici en France. Donc on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Euh, c'est vraiment des paysages qui sont vraiment très très beaux. Je vous mets juste un extrait, parce que je ne vais pas vous mettre le film en entier pour gagner du temps. Je pourrais vous l'envoyer si vous le souhaitez. Donc ça, c'est des images que j'ai tournées l'été dernier sur l'Océan Nova. Voilà, c'était pour vous donner une petite idée un petit peu de la différence des paysages. Vous avez vu que sur le mois de juillet, on est vraiment sur des paysages complètement différents, avec justement ces déserts polaires, hein, ces déserts, ces toundras. Donc on est voilà, vraiment sur des choses très très différentes. Je voulais juste vous montrer aussi, alors l'avantage du mois de juillet, c'est qu'on va pouvoir aller chercher cette terre du nord-est, cette terre du nord-est qui est dotée d'une calotte de glace qui fait 400 mètres d'épaisseur en moyenne et qui vient se jeter sur un front de glace de 160 km et qui est, hop, je vais y arriver, parce que je ne l'ai pas en photo ici. Voilà, qui est ce front de glace ici, avec ces bédières, avec ces rivières glaciaires qui viennent se jeter dans l'eau. Et ça, on va pouvoir naviguer à côté de cette glace. On revient à la présentation. Alors, avant de revenir sur les bateaux, j'ai eu plusieurs questions, donc je vais revenir tout de suite sur ces questions. Et si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien vers les petits films. Les petits films sont tous disponibles sur notre page YouTube, n'hésitez pas à les voir. Je vous les mettrai à la fin. Donc, j'ai eu quelques questions je vais y revenir de suite, comme ça sera fait. Est-ce qu'il est possible d'apporter un drone sur les bateaux? Alors non, il n'est pas possible d'apporter de drone. Alors, la réglementation vient de l'AECO, hein, c'est l'association des tours opérateurs arctiques, dont Grands Espaces fait partie, qui interdit à tous les passagers d'emmener un drone. Les raisons sont variées, hein. La principale, c'est que l'AECO ne souhaitait pas multiplier les drones qui pourraient provoquer des risques sur la faune notamment et des pertes. Donc en fait, les seules personnes qui ont le droit d'utiliser des drones à bord sont des personnes qui ont l'autorisation, soit les personnes qui travaillent pour l'une de nos compagnies, donc pour Grands Espaces ou pour une autre compagnie, et du coup peuvent prendre un drone, mais les passagers n'ont pas le droit de prendre de drone à bord. Les types d'oiseaux, les espèces d'oiseaux qu'on va pouvoir aller rencontrer. Il y a une quarantaine d'espèces d'oiseaux qu'on peut voir au Spitzberg pendant l'été. Les plus emblématiques, hein, le guillemot de Brunick, qu'on va pouvoir notamment voir sur les falaises d'Alquefilette, qui sont des orques basaltiques avec environ 90 000 couples de guillemots de Brunick. C'est toujours un moment très fort du voyage.
On va pouvoir voir aussi les mergules, hein, qu'on appelle entre nous les patates volantes, qui sont des tout petits oiseaux qu'on voit régulièrement. Les fulmars boréales qui viennent jouer dans les courants, des courants d'air du bateau et raser l'eau avec leurs ailes. Les guillemots miroirs qui sont noirs avec les taches blanches sur les ailes. Les éders aussi, les labes, la parasite, les mouettes tridactyles. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, certaines qui sont plus difficiles à voir, comme les bécassos violets, par exemple. Nos ornithos sont toujours hyper fans de pouvoir en observer parce que c'est pas toujours facile. Les phalaropes aussi, et puis aussi l'emblème aussi un petit peu de cette région, la mouette ivoire, qu'on arrive tout de même assez régulièrement à voir, notamment dans la banquise. Et généralement, c'est plutôt bon signe quand on en voit une, c'est qu'il peut y avoir potentiellement des ours pas loin, parce que les mouettes ivoires ont tendance à suivre les ours pour manger un petit peu les restes des carcasses que l'ours peut laisser derrière lui. Euh, Quel est l'âge moyen des participants? Alors l'âge moyen va être autour des 60-65 ans à peu près. Euh, une question sur l'habillement, sur l'équipement. Alors, généralement, on vous envoie une liste d'équipements recommandés quand vous partez à bord de nos bateaux. L'équipement est assez simple. La première chose, c'est d'être imperméable. Pendant l'été, on va avoir des températures en moyenne de 6-7 degrés. Ça peut monter à 10-12 degrés. Ça descend vraiment beaucoup plus bas. Ça va descendre un peu plus bas quand on va être dans la banquise, plus au nord de manière générale. Donc c'est pour ça ce qu'on recommande avant tout, c'est d'être imperméable, donc parka imperméable et pantalon de ski ou pantalon ou surpantalon imperméable, et surtout d'avoir plusieurs épaisseurs. L'idée, comme j'ai dit, hein, c'est qu'on peut avoir un début de sortie plutôt chaud en grand soleil, et puis si le vent se lève un peu d'embrun, eh bien il faut pouvoir se rajouter des couches, donc venir avec t-shirt, sous-pull, pull, et voilà, pouvoir ajouter ou enlever des couches. On a rarement très froid, on n'est pas sur les températures gelées. Par contre, la sensation thermique avec le vent et l'humidité, avec les embruns ou la neige, la pluie qu'on peut avoir, voilà, ça peut être la sensation thermique peut être fraîche. Et à bord, on vous fournit les bottes. Seulement sur l'Explorer donc, que vous avez devant les yeux, on fournit des combinaisons intégrales. Donc voilà, la parka n'est pas obligatoire. En tout cas, le pantalon sur pantalon n'est pas obligatoire. On le recommande quand même parce que quand on est sur les ponts extérieurs pour l'observation, eh bien, c'est plus pratique d'avoir sa parka que la grande combinaison. Une question sur le mal de mer. Comment faire le mal de mer? Comment faire une croisière dans ces bateaux-là quand on a le mal de mer? Il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors, généralement, le mal de mer intervient sur les premiers jours, le temps de s'amariner, c'est-à-dire de s'habituer un petit peu à cette mauvaise mer. Et au bout d'un moment, on s'y habitue. L'important, c'est de rester bien hydraté, de manger. Et ensuite, si on a le mal de mer, de se mettre au lit et d'attendre que ça passe. L'avantage, on va dire, du Spitzberg, c'est que globalement, on va réussir à éviter le mauvais temps. Pour la simple et bonne raison que quand il y a du mauvais temps, on va rester à l'abri dans les fjords et on va faire peu de navigation. On va pas faire de navigation ou de traversée océanique, et ce qui fait qu'on ne va pas prendre du mauvais temps. Ça peut arriver que ça bouge un petit peu, mais ça restera toujours sur des temps assez limités parce qu'on fera toujours en sorte d'éviter voilà, une éventuelle tempête ou de la grosse mer. Si vous êtes très sensible au mal de mer, voilà, après, c'est toujours difficile à dire. Ça arrive souvent qu'il y ait un petit peu de mal de mer le premier soir parce que ça peut bouger un petit peu et puis parce qu'il voilà, il faut s'habituer un petit peu au mouvement du bateau. Mais au bout de 2 jours, généralement, il y a plus rien. Et puis encore une fois, voilà, on évite les zones qui bougent. Est-ce qu'on y a du téléphone mobile à dispo à bord? Alors non, il n'y a pas de téléphone mobile. Dès qu'on quitte Longyearbyen, on ne capte plus. Ce qui en soi est plutôt agréable hein, d'ailleurs, parce que la déconnexion est rare dans nos vies, et du coup, être sans connexion à bord est plutôt agréable. Cela dit, pour l'Ocean Nova, enfin pour tous les bateaux, il y a toujours une possibilité de connexion à un moment donné. Il y a les téléphones satellites. Et surtout, sur l'Ocean Nova, ils ont installé cette année Starlink, une solution satellite haut débit et qui permet une très bonne connexion Internet à bord. Donc, vous ne pourrez pas téléphoner. En tout cas, vous pouvez utiliser des applications de messagerie comme WhatsApp et passer les coups de téléphone par WhatsApp. Et puis ensuite, après, utiliser vos mails, vos réseaux Internet normal. Par contre, en effet, il n'y a pas de réseau mobile. Par contre, oui, Internet. Mais à titre personnel, voilà, je vous recommande, dans la mesure du possible, quand on le peut en tout cas, de se déconnecter, de se servir de son téléphone seulement comme un appareil photo parce que ça nous permet de mieux s'intégrer, mieux se plonger dans le voyage. Et c'est comme ça que, voilà, pour moi, on vit encore plus les choses à ce moment-là.
Sur le poids maximum des bagages, c'est les poids maximum des bagages de l'avion qui font la limite, donc 23 kg. Ce qu'on recommande par contre, c'est d'avoir une valise souple, un bagage souple, plus qu'un bagage rigide. Ça vous permet de le glisser sous le lit une fois qu'il est vide. Et est-ce qu'il est possible d'emmener des chaussures? Est-ce qu'il est nécessaire d'emmener des chaussures de montagne malgré les bottes procurées? Non, vous n'avez pas de chaussures supplémentaires à emmener. Les bottes qu'on fournit sont à la fois pour les Zodiac et pour les marches, elles sont vraiment super, hyper imperméables, très robustes et vraiment elles sont voilà, pas besoin de de chaussures de randonnée. Vous ne pourrez pas les mettre de toute façon. Et à bord, des chaussures décontractées sont suffisantes. Euh, voilà pour une petite série de questions. Je reviendrai aux questions suivantes un petit peu après, comme ça je vais dérouler un petit peu ma présentation. Donc voici l'Explorer. L'Explorer, c'est l'avant-dernier né de la flotte Grands Espaces, hein. C'est un bateau de 12 places. Il était initialement un bateau qui était utilisé comme bateau d'entretien des phares et bouées au large des mers groenlandaises. Et on l'a entièrement réaménagé. Il est sorti de chantier en début 2022. Il a fait ses premiers voyages début 2022, du coup en Norvège, puis au Spitsberg. Et du coup, il navigue depuis entre Spitsberg et Norvège. C'est un bateau extrêmement confortable avec des grandes cabines. Il y a un sauna, il y a un jacuzzi. C'est un bateau qu'on apprécie particulièrement. Donc seulement 12 places. Et pour le Spitsberg, vous avez 2 guides polaires qui vous accompagnent. Il y a 2 Zodiac aussi, ce qui nous permet de faire beaucoup de sorties avec. Le bateau amiral de la flotte, c'est l'Ocean Nova, qui était un ancien express côtier groenlandais qui a été entièrement réaménagé il y a quelques années maintenant. Et voilà, c'est un peu notre navire amiral, donc 75 passagers. L'avantage à bord, si on peut dire, c'est que vous avez entre 7 et 8 guides, donc vous avez une panoplie de connaissances à votre disposition extrêmement importante, beaucoup de conférences, et c'est ça qui est très agréable. On a vraiment une super équipe de guides. Ensuite, c'est un bateau qu'on apprécie particulièrement aussi parce que l'équipage à bord est extrêmement sympathique. Il y a une excellente hôtellerie, on y mange très bien. Voilà, c'est un bateau qui a une décoration un peu ancienne, mais par contre, on est très confortable et c'est vraiment un super bateau. Hop, je vais passer un petit peu là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va voir en plus de ces paysages? Eh bien, on va chercher donc aux Svalbard l'ours polaire. L'ours polaire, c'est vraiment son territoire, c'est le royaume de l'ours polaire pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est protégé depuis 1973. Il est protégé ailleurs dans le monde depuis plus tôt. En Russie, par exemple, il est protégé depuis 1955. La différence, c'est que depuis 1973, il n'est ni chassé ni braconné. Et ça, c'est une grande différence, que c'est le seul endroit au monde où l'ours polaire n'est ni chassé ni braconné. Pour vous donner un niveau de comparaison, en moyenne, chaque année, il y a entre 800 et 1300 ours qui sont tués dans le monde, chaque année. Des ours qui sont tués par braconnage, par chasse traditionnelle pour les Inuits, par exemple au Groenland ou dans le Grand Nord canadien, et au braconnage en grande partie en Russie. Aux Svalbard, depuis 1973, c'est seulement 150, 160 ours qui ont été tués. Principalement, malheureusement, alors une partie scientifique pour des mauvais dosages d'anesthésiants ou des colliers parfois trop serrés, d'autres par des randonneurs, donc des gens, des mauvaises rencontres à des mauvais moments. Voilà, c'est ce qui a pu arriver. Mais quand on met ça en perspective, voilà, c'est toujours des ours de trop qui sont tués malheureusement, mais on est entre 100, voilà, entre 100, de mémoire, c'était 160, peut-être un peu plus maintenant, en 40 ans. Presque 50 ans, d'ailleurs 50 ans, comparé aux 1000 ours chaque année tués. Mais ce qui fait que le fait qu'ils soient entièrement protégés dans cet endroit-là fait qu'ils ne craint pas vraiment l'homme. Alors il faut toujours faire très attention, hein, quand on fait une approche d'ours, on est extrêmement attentif, mais généralement ça nous permet d'avoir de belles observations. C'est-à-dire que souvent on va croiser des ours plutôt indifférents, c'est-à-dire qu'ils font leur vie, ils vont marcher, et puis nous on va pouvoir faire une très belle observation. Une approche d'ours, en fait, elle se mesure déjà en amont. C'est-à-dire quand on va le spotter aux jumelles, quand on va le trouver, nos guides vont le trouver, eh bien, on va déjà analyser son comportement. On le catégorise en 4 types de comportements, hein. L'indifférent, le craintif, l'agressif,
et j'en oublie un, indifférent, craintif, agressif, et le curieux, pardon. Et en fonction du comportement que nos guides ou chefs d'expédition vont analyser, eh bien, nous, on va adapter notre approche. S'il est craintif, bien sûr, il est hors de question de s'en approcher, hein, ça on le voit assez rapidement en général. Au contraire, on va plutôt s'en éloigner. S'il est agressif, c'est un petit peu la même chose, hein. On va garder une très très bonne distance et on ne va pas s'en approcher. Généralement, ceux qu'on voit le plus, ce sont les indifférents et les curieux. Les indifférents permettent les meilleures observations parce qu'ils vivent vraiment leur vie. Les curieux sont souvent des jeunes qui vont être un peu curieux et s'approcher pour voir un petit peu qui on est ou ce qu'on est. Donc voilà, ça offre aussi des belles observations. Généralement, on fait toujours très attention avec les curieux parce qu'ils peuvent être un peu trop curieux et donc ça peut nous amener à nous en aller. Donc voilà, l'ours, c'est vraiment son royaume et c'est ce qu'on va essayer de chercher le plus. Mais ce n'est pas la seule espèce emblématique, hein, qu'on va pouvoir aller chercher. On va aussi aller chercher les morses qui reviennent de plus en plus, hein. Les morses sont aussi passés proches de l'extinction. Il y a de plus en plus de morses au Spitzberg, de plus en plus de colonies qui viennent se reformer, des femelles aussi qui viennent avec les petits, ce qui était très rare à voir, et ça nous offre de très très belles observations. Les paysages, bien sûr, les glaciers, ces montagnes, et puis aussi d'autres espèces qu'on va aller chercher, les espèces d'oiseaux, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des grandes colonies de guillemots de bruniques, de mouettes tridactyles, de macareux aussi, on voit quelques macareux, et donc ouais, il y a beaucoup d'opportunités d'observation. Les fameux glaciers, donc ça c'est Smirenburg, je vous l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo de Florian, donc quand tout était blanc, là on est en plein été, et voilà Smirenburg en plein été, donc on voit que c'est pas du tout le même paysage, mais ça reste tout à fait magnifique, là, c'était très nuageux, puis d'un coup ça s'est éclairci avec des rayons de soleil qui sont venus éclairer le glacier, c'était tout à fait magnifique. Voilà encore une fois les types de paysages, hein, des petits icebergs avec ces pics, et on va venir naviguer au milieu de tout ça à bord de nos Zodiacs. Alors, avant d'entamer la prochaine partie, je vais faire une nouvelle série de questions que j'ai reçues. Est-ce que début mai, on voit encore des animaux marins ou c'est encore trop tôt? Les animaux marins, on peut en voir un petit peu tout le temps. Il y a des époques un peu plus pratiques, mais il est tout à fait possible de voir des baleines en avril, en mai. Ça c'est pas un problème. Les phoques, les morses, généralement, c'est l'avantage. En fait, pendant l'été, en plein été, on va plutôt voir les colonies qui vont être, enfin pour les morses, hein, des échoueries sur la plage. Plutôt dans la saison, on va plutôt les voir par petits groupes sur des plaques de banquise, ce qui peut offrir vraiment de très très belles observations aussi. Et ensuite, sur les cétacés, on peut voir plein de choses. On peut voir des belugas, ça reste l'une des espèces des plus difficiles à observer, mais ils en ont vu sur le dernier voyage 2 fois. Très très belles observations. On peut voir des baleines à bosse, on peut voir d'autres cétacés comme les hyperodons par exemple, qui sont un peu plus rares, des rorquals. Donc il y a pas mal d'observations qui sont possibles. Pour les observations d'animaux, une question photographie. Est-ce qu'on peut emmener un trépied? Alors, le trépied est possible. Je conseille plutôt le monopied, généralement. C'est un peu plus pratique. Mais le trépied est tout à fait possible. Vous pourrez vous en servir si c'est pour mettre un téléobjectif et prendre des photos de longue distance. Globalement, la seule opportunité que vous aurez de vous en servir, c'est à bord du bateau quand on sera dans le fjord. Quand on est dans les fjords, le bateau bouge peu. Et ça permet de faire des très très bonnes photos stabilisées. Je me souviens d'une observation qu'on a fait l'année dernière d'un ours qui attaquait une échourine morse. Et ben là, le trépied était très pratique parce que le bateau était à bonne distance, mais du coup, on était complètement stabilisé. Donc voilà, le trépied peut tout à fait avoir son utilité. Il faut juste voir un petit peu l'objectif que vous en avez. Est-ce qu'on reçoit un carnet de voyage avant le départ? Alors, avant le départ, vous allez recevoir ce que nous on appelle un dossier de voyage qui résume le voyage et puis aussi qui vous donnera les instructions sur les informations sur la vie à bord du bateau, comment ça se passe à bord, et puis aussi l'équipement à prendre, etc. Donc, vous aurez toutes ces informations par mail, généralement un mois avant le départ. Est-ce que sur l'Explorer, il est nécessaire de prendre une parka imperméable ou pantalon de ski? Alors, les combinaisons intégrales sont bien fournies, sur l'Explorer. Il y en a des grandes tailles, il y en a jusqu'au triple ou quadruple XL, je crois. Et alors, la parka, quand même, je la recommande, hein, parce que quand on est, si on veut la combinaison intégrale, c'est vraiment pour sortir sur le Zodiac et partir en excursion.
Après, par contre, quand on veut observer, parce qu'il y a plein de moments d'observation à bord du bateau, et surtout l'Explorer a beaucoup de ponts, beaucoup d'espace pour observer l'extérieur, c'est quand même bien d'avoir son parka, sa parka ou son manteau, parce qu'il peut faire froid, il peut y avoir du vent, de la neige, de la pluie. Donc, je recommande quand même de prendre la parka imperméable et aussi un pantalon à minima coupe-vent, mais imperméable, c'est pratique aussi, pour pouvoir sortir et passer un petit peu de temps sur les ponts extérieurs pour pouvoir profiter. Quand on est dans la banquise, par exemple, étant donné que l'Explorer a son avant tout ouvert, ça offre vraiment des super moments d'observation. Donc ça, c'est vraiment recommandé. Quel type d'objectif souhaitable Les objectifs appareil photo, ça va dépendre de ce qu'on cherche. Si on cherche à faire de l'animalier, eh bien, ça sera minimum à 200 mm si on a un petit capteur. Je suis désolé, je rentre un tout petit peu dans la technique pour répondre à cette question. Sinon, si on veut vraiment faire de l'animalier, c'est 400 mm quand même l'idéal, même si c'est un petit peu encombrant. Pour du paysage, un grand angle, ça fait quand même, c'est toujours agréable, ça offre des belles possibilités. Mais pour l'animalier, quand même, un minimum à 300 mm, 400 mm, c'est vraiment l'idéal. Est-ce que les jumelles sont fournies Alors, les jumelles sont fournies à bord de l'Explore, elles ne le sont pas sur l'Ocean Nova, même si on peut prêter occasionnellement quelques jumelles sur le bateau. Est-ce qu'un iPhone est suffisant pour les photos euh, Oui, enfin, le smartphone peut être suffisant, ça va permettre de faire des photos de paysages, ça va dépendre des approches de faune qui sont possibles. Il ne faut pas oublier on est bien sûr dans un domaine sauvage et naturel. On ne contrôle pas les observations, chaque voyage est extrêmement différent. On a parfois des observations très proches, parfois des observations plus éloignées. Ça va vraiment dépendre du voyage et des opportunités que le voyage nous offre. Si on veut de l'animalier, voilà, l'appareil photo est important. Voilà. Cela dit, si on veut juste profiter et avec les paires de jumelles et l'appareil photo, pour moi, on profite déjà beaucoup. Euh, et un film du voyage fait par les organisateurs. On ne propose pas de film post-voyage. Ça arrive qu'on en fasse parce que vous avez un guide qui filme beaucoup, etc., qui va proposer un petit film en fin, mais c'est pas quelque chose de systématique, même si c'est quelque chose qu'on tend à essayer de mettre en place au fur et à mesure, mais c'est pas toujours simple. Voilà pour ce tour de questions. Alors, je finis par une dernière question qui vient d'être posée, et comme ça, après, je passerai sur la suite des autres questions. Euh, Est-ce qu'en début mai, il est possible de voir des ours? Alors, comme j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, il est possible de voir des ours, oui. Ils peuvent être un peu plus difficiles à observer, mais oui, il est tout à fait possible de voir des ours. Plus difficiles à observer, pourquoi? Parce que on va dire qu'ils sont parfois un peu plus inaccessibles, mais je peux vous montrer, je vais juste comme ça, je vous partage quelque chose qu'on a eu de très récent, puisque c'est une vidéo, enfin c'est une photo qui a été prise il y a une semaine, hein, donc c'était fin mai, début juin, qui était cette photo de ce magnifique ours que je vous partage de suite. Comme ça, vous pourrez avoir une petite idée quasiment en temps réel. Voilà, ça c'est une photo qui a été prise là il y a même pas une semaine au Spitzberg depuis l'Explorer. Donc voilà, cet ours qui est un jeune. Et donc voilà, donc il est possible d'observer des ours même à cette époque de l'année. Ça c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut avoir un peu de réussite, un peu de chance. Euh, voilà, ça c'était le 25 avril, une très très belle observation qu'ils ont pu faire sur voyage à bord de l'Explorer. Un ours en bord de banquise avec un très très beau paysage derrière. Donc, voilà, donc, oui, c'est tout à fait possible d'en observer. Je vais reprendre ma présentation et je prendrai les prochaines questions un petit peu après. Alors, je vais parler un petit peu de l'organisation à bord, parce qu'on on n'est pas euh, on est sur un voyage un petit peu à particulier qu'on appelle les croisières exploration, qui n'ont en fait de croisière que le fait qu'on utilise un bateau. On est vraiment plutôt dans les croisières, dans les voyages nature, d'exploration, de découverte, où la nature est vraiment au cœur de tout. Grands Espaces a 25 ans d'existence. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de raconter un petit peu Grands Espaces, mais Grands Espaces a 25 ans, fête ses 25 ans cette année. On a été fondé par un scientifique qui, lui, a 50 ans d'exploration polaire dans les jambes, qui continue à voyager encore et qui va mener quelques expéditions sur l'Océan Nova cet été. Et la philosophie de voyage de grands espaces, c'est avant tout la nature. Tout est fait pour maximiser les chances d'observation, maximiser les chances du grandiose et de ce que la nature a à nous offrir.
Pour nous, à bord de nos bateaux, quels qu'ils soient, on n'a pas de dîner-spectacle, on n'a pas de grand spectacle à bord. On considère que le spectacle, c'est celui qui nous entoure, hein, cette nature qui nous entoure. Et puis ensuite, on va avoir nos animateurs, ça va être à la fois la faune et puis aussi nos guides, vos guides qui sont à bord avec leur spécialité pour vous raconter cette nature, vous transmettre leur passion de ces régions polaires. Donc l'objectif finalement pour nos voyages, c'est de s'émerveiller devant ce qu'on va pouvoir découvrir et puis aussi de revenir avec une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de ces régions polaires. Alors, l'organisation à bord, il faut savoir que déjà, vous avez plusieurs personnes, plusieurs rôles à bord que vous allez croiser. Le premier rôle dont je vais parler, ça va être votre directeur ou directrice de croisière, généralement, qui va être là pour faire l'interface à bord du bateau. Alors, là, je parle déjà du bateau l'Ocean Nova. L'Ocean Nova, vous avez en général 7 guides, un chef expédition, une directrice de croisière et un médecin. Sur l'Explorer, c'est un petit peu différent. Vous avez seulement 2 guides, mais vous n'êtes que 12. Donc ça, c'est l'avantage aussi. Mais sur l'Océan Nova, vous avez donc plusieurs rôles. Donc, la directrice de croisière, déjà, tous nos voyages sont 100% francophones. Cela dit, à bord, l'équipage est international, donc il n'est pas forcément francophone. Ils disent quelques mots en français, mais ils sont extrêmement sympathiques. Mais on va avoir un équipage international. On va avoir parfois un commandant qui va être ukrainien ou panaméen ou Costa Rica, c'est déjà arrivé aussi, une hotel manager d'Argentine, une partie de l'équipage qui va être polonais ou qui va venir d'autres pays, aux Philippines, etc. Et notre directrice de croisière est à bord pour justement être votre interface entre l'équipage, répondre à vos besoins, vos questions aussi. Et voilà, donc elle est là pour ça. C'est aussi l'organisatrice un petit peu à bord des diverses, alors je ne vais pas dire animation, parce que je viens de dire qu'il n'y a pas d'animation, mais qui va aider, en fait, appuyer le chef expédition sur l'organisation des conférences, de l'organisation des activités à bord du bateau. Le chef expédition ou la chef expédition, son rôle va être d'organiser le voyage. C'est-à-dire que nos voyages ont un programme que vous avez dans nos brochures. Ces programmes, généralement, sont vraiment à titre indicatif. Le maître mot dans les croisières expéditions, c'est la flexibilité. Flexibilité, pourquoi? Parce que, encore une fois, tout est fait pour l'observation de la faune, de la nature, et on n'en est pas maître. C'est-à-dire que le rôle du chef expédition, ça va être de définir en fonction des conditions météo, des conditions de glace et des conditions d'observation, de définir le meilleur itinéraire du bateau pour pouvoir vous offrir les meilleures observations possibles. Ensuite, son rôle, ça va être de gérer son équipe de guides. Son équipe de guides, donc là de 7 ou 8 guides sur l'Océan Nova, il va gérer cette équipe-là pour notamment les débarquements, les sorties Zodiac, et gérer donc la sécurité des débarquements et de toutes nos activités. Nos guides sont là pour justement vous transmettre leurs connaissances, leur passion de ces régions. Ce sont aussi vos pilotes de Zodiac. À bord des Zodiac, on fait toujours des mini-conférences. Et ils sont aussi les garants de votre sécurité. Vous les verrez pour certains armés quand on débarque à terre, pour la simple et bonne raison qu'au Spitzberg, il est obligatoire d'être armé quand on tient un groupe, ou de toute façon quand on quitte Longyearbyen, et ils sont les garants de votre sécurité. Donc quand on va débarquer, on prépare un débarquement, on fait des périmètres pour pouvoir débarquer en toute sécurité. Donc voilà pour les rôles à bord. Maintenant, un petit mot sur la journée type. Comment se déroule une journée type en croisière expédition? Généralement, le matin, vous êtes réveillé par la voix de votre chef expédition qui va vous donner les premières indications sur le lieu où on se trouve. On va aller prendre, il vous donne aussi quelques instructions sur le programme du jour, de la journée, qu'est-ce qu'on a prévu de faire. Alors attention, ce programme peut changer. Comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir de la brume et du coup, on décide de ne pas faire un débarquement, parce qu'on ne débarque pas s'il y a de la brume pour les raisons de sécurité, la sécurité ours. Par contre, s'il n'y a pas trop de brume, on peut quand même aller faire une croisière Zodiac, où on va aller dépasser le bateau et aller ailleurs pour s'échapper de la brume. Donc, vous êtes réveillé par la voix du chef expédition, généralement vers 8 heures du matin, ça dépend, pour vous raconter un petit peu le programme de la journée. On va prendre le petit déjeuner et puis on va souvent faire une première excursion le matin qui peut durer 1h30, 2 heures, parfois 3 heures. Pour en profiter un petit peu de ces paysages, on peut aller s'approcher d'une colonie, ici une colonie de mouettes tridactyles par exemple, et puis ensuite aller se balader. On a vu d'autres icebergs au loin, se rapprocher des icebergs et les observer.
On va ensuite retourner à bord et là, on va pouvoir manger pendant que soit le bateau se repositionne, on va changer de fjord, changer d'endroit, soit on a prévu une autre activité la journée, donc le bateau reste sur place et on va du coup prendre un bon déjeuner. Et si on se repositionne, eh bien, on va pouvoir profiter de la navigation un petit peu pendant 1 heure ou deux encore, et jusqu'à ce que le chef expédition annonce la sortie suivante. Ce qui peut arriver, c'est que généralement, on fait une sortie le matin, une sortie l'après-midi et parfois une sortie le soir, hein, ça peut arriver, qu'on fasse une sortie nocturne, sachant que l'été, on est en jour permanent, donc on peut sortir jusqu'à 22, 23 heures, surtout s'il y a une possibilité d'observation d'ours. Et ce qui peut arriver, c'est que typiquement, on est en pleine navigation, et puis les guides qui sont à la passerelle ou jumelles en train de chercher les ours, et ils tombent sur un ours, et du coup, le chef expédition annonce un ours. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre les zodiacs à l'eau, c'est pour ça qu'on parle de flexibilité. On va mettre les zodiacs à l'eau pour partir faire l'observation. Hop, voilà. Et typiquement, on va y aller en groupe. Pourquoi? Pour essayer de ne pas l'effrayer, parce que si on y va en s'étalant, eh bien, ça peut l'effrayer. Donc, on va y aller en groupe, entassé. Et puis, on va pouvoir profiter de l'observation. Et nos pilotes de Zodiac sont là pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir profiter des observations et pouvoir faire des photos. Ensuite, on peut aller s'approcher d'un glacier. Les glaciers, comme j'ai dit, il y a des distances, hein, généralement c'est 400 mètres environ. Et puis, pour 400 mètres pour des raisons de sécurité, mais ça nous offre des excellentes et des très 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 belles observations. Et puis ensuite, c'est toute une question d'opportunité. Nos guides passent du temps aux jumelles, même pendant les sorties, parce qu'on ne sait jamais, on peut voir un phoque qui vient se passer pas loin de nous, qui va être posé sur une petite plaque de banquise, et donc on va aller pouvoir s'en approcher. Pendant les excursions zodiaques, comme ça, pendant les hors approche de la faune, on va rester en binôme, c'est-à-dire qu'on ne va pas garder tous les zodiacs ensemble, on va partir en binôme et prendre l'espace et l'explorer. Généralement le soir, retour au bateau vers 19h ou plus tard, et puis on va faire ce qu'on appelle un récap. Ce récap a pour principe, pour nos guides, de revenir sur les observations de la journée. Donc si on a vu un phoque barbu, par exemple, eh bien, on va revenir sur le phoque barbu, parler de cette espèce. Si on a vu des renards, on va revenir sur les renards. On peut revenir aussi sur des aspects historiques, comment dire, sur on était dans un fjord, par exemple, dans Sorfjord, et on va raconter l'histoire de Sorfjord avec la bataille la plus au nord du monde qui a eu lieu en 1696. Donc voilà, on pourra revenir sur tout ça. Merci beaucoup, Evelyne, et à très bientôt. C'était un plaisir de vous revoir aussi. Je me souviens très bien de notre voyage en Antarctique, en effet. À très bientôt. Pardon, je reviens du coup sur ce récapitulatif. Ce moment-là, donc voilà, plusieurs guides vont intervenir pour partager un petit peu ce qu'on a pu observer. Ce sera aussi le moment où le chef expédition va intervenir pour pouvoir vous raconter un petit peu, vous expliquer les intentions de la suite du voyage. C'est à ce moment-là, généralement, qu'il ou elle va vous présenter les cartes de glace, les cartes météo, de vent, pour vous expliquer un petit peu pourquoi la suite de l'itinéraire. Alors, avant d'entamer la dernière partie, qui sont les zodiacs, parce que c'est notre outil un peu du quotidien, je vais répondre à quelques petites questions qui ont été posées. Alors, les journées types sur l'Explorer et sorties quotidiennes en Zodiac, alors c'était un petit peu ce que j'ai évoqué. La journée type que j'ai évoquée, c'est la même chose sur tous nos bateaux, sur tous nos voyages généralement. On essaie de faire minimum une sortie par jour. Généralement, c'est plutôt 2 sorties par jour. Et parfois, ça peut être 3 sorties par jour. Alors, pas tous les jours 3. Généralement, c'est 2 sorties tous les jours et une troisième, ça peut arriver une ou 2 ou 3 fois ou un peu plus dans le voyage. Ça va toujours dépendre des conditions. Par exemple, si on trouve un ours à 23 heures, voire minuit, voire 1 heure du matin, c'est déjà arrivé qu'on fasse une annonce. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, on espère un maximum parce qu'on est là pour ça, et qu'on mette les zodiacs à l'eau et puis on fonce faire l'observation. C'est déjà arrivé pas mal de fois. J'ai déjà fait des sorties à 23h30, retour au bateau 1h30 du matin, avec une observation incroyable d'un ours dans la banquise. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait. Il y a une partie, on va dire, un peu programmée. On essaie de faire 2 sorties par jour. Et puis ensuite, il y a toujours aussi ce que la nature a à nous offrir et ce qu'on peut, voilà, c'est maximiser tout ça. Est-ce qu'il y a souvent des bateaux, d'autres compagnies à proximité du bateau Grands Espaces? Alors, je vais revenir juste sur une carte parce que ça me permettra d'expliquer un peu mieux. Tac, 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 tac. Une carte du Svalbard.
Alors, voilà. Euh, Les bateaux, généralement, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tous les bateaux de plus de 100 places n'ont pas le droit de passer le détroit d'Inlopen. Le détroit d'Inlopen, je prends une carte interactive, ce sera un peu mieux. Hop, je vous partage mon écran dans une petite seconde. Hop, hop, vous voyez avec Google Earth, je vais pas partager le bon. Hop, voilà. Donc, pour vous donner un petit... Alors là, je suis au Groenland, on va revenir ici. Donc là, on a l'archipel du Svalbard. Ici, dans cet endroit-là, c'est le détroit d'Inlopen, okay, avec ici la terre du nord-est, avec cette fameuse calotte là, qui est de 400 mètres d'épaisseur qui vient se jeter sur un front de glace de 160 km, ce dont j'expliquais tout à l'heure. Eh bien, en fait, toute cette partie nord-est ici est inaccessible aux bateaux de plus de 100 places. Généralement, la plupart des bateaux des autres compagnies vont rester sur cette côte nord-nord-ouest, ici, jusqu'au Smeerenburg, parfois Viche de Fjord, mais généralement, ils vont s'arrêter à peu près par ici. Alors, il y a des très très beaux endroits, hein. Il y a le Crossfjord, il y a la baie de la Madeleine, le classique Monaco, Smeerenburg. Il y a tout un endroit de lieux extrêmement beaux. De toute façon, c'est vraiment un lieu qui est magnifique. Mais notre avantage du petit bateau, c'est qu'on va aller explorer aussi cette partie est qui est tout à fait merveilleuse, avec Alquefillet, notamment dans le détroit d'Inlopen, avec ses falaises à oiseaux, avec les guillemots de Brunique. Cette calotte du nord-est aussi, qui sur sa côte ouest permet de voir l'autre côté du dôme de glace, et c'est un endroit vraiment fabuleux. Et puis après, on va pouvoir aussi éventuellement explorer le sud-est. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut croiser d'autres bateaux, mais alors il y a plusieurs choses. Déjà, on n'est jamais deux bateaux sur le même spot, sur le même lieu, parce qu'on a ce qu'on appelle on communique entre bateaux pour éviter de se retrouver au même endroit au même moment. Et puis ensuite, on va aller dans les régions où les autres bateaux vont pas ou très peu, et ce qui va nous permettre généralement de croiser extrêmement peu de bateaux. Quand on est plutôt dans la saison au mois d'avril, il y a très 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 peu de bateaux. Donc généralement, on se retrouve globalement seul, hein. Il y a une dizaine de bateaux au maximum qui sont que des petits bateaux qui naviguent en avril, mais les gros bateaux arrivent plutôt à partir du mois de juin. Et à ce moment-là, ils vont généralement rester plutôt sur la côte ouest. Et nous, on arrive toujours à s'échapper parce qu'on est des petits bateaux et puis on peut aller un peu plus loin. Et puis même, comme je vous l'ai dit, on arrive toujours à tourner suffisamment pour pas trop se croiser. Donc ça, on croise un bateau par jour, on va dire, on va se croiser un petit peu au large. Mais voilà, on n'est jamais sur le même spot, on va dire, le même fjord. Euh, Tac, 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 tac. Sur l'Explorer, les tables d'hôtes de tous les passagers ou tables pour les couples. Sur l'Explorer, on a deux grandes tables. Et du coup, on mange un petit peu tous ensemble avec les guides. Et c'est des moments qui sont extrêmement conviviaux, très, très agréables. Il y a une autre table, un autre espace aussi où on peut éventuellement organiser quelque chose. Mais voilà, on est sur un bateau avant tout convivial. Lors des débarquements, le guide est-il francophone? Sur nos bateaux, tous nos bateaux, on est sur des voyages 100% francophones, ce qui fait que tout le monde est francophone, c'est-à-dire toute l'équipe Grands Espaces est francophone, pardon, je vais y arriver. Nos guides, chefs expédition, directrices de croisière, etc. Voilà, vous avez une équipe francophone. Les conférences, toutes les discussions, les récapitulatifs, etc., tout est francophone. La seule partie qui n'est pas francophone, c'est l'équipage du bateau, mais que je dissocie de l'équipe Grands Espaces qui est là justement pour vous accompagner tout au long du voyage. Donc bien sûr, 100% francophone. Une question sur le temps. Est-ce qu'en juillet, on a bien le jour permanent? Oui. Le jour permanent arrive à peu près au mois d'avril, et avec juillet qui est vraiment le moment où on a le plus de jours, c'est-à-dire où le soleil descend le moins. On va avoir un soleil, comme je l'ai dit tout à l'heure, où vers minuit, où le soleil est à son plus haut, enfin minuit, 1 heure du matin, on va avoir comme si on avait un soleil de 15-16 heures maximum en France. Donc on est vraiment avec un jour permanent et pas du tout de nuit. Et sur la nourriture, alors sur les bateaux, que ce soit sur l'Explore ou sur la Swan Nova, on y mange très bien, généralement. On a une nourriture qui est variée et vraiment, on y mange très bien. En général, on se régale. On perd rarement du poids, malheureusement, dans ces voyages. Voilà pour cette série de questions. Je reviendrai éventuellement s'il y a d'autres questions après. Et puis, hop, je note une question que vous me posez et j'y reviendrai après.
Pour revenir donc, un petit mot sur les zodiaques, c'est important euh, parce que c'est notre outil du quotidien. On sort tous les jours sur les zodiaques. C'est vraiment enfin, voilà, c'est notre outil favori. Et du coup, voilà, je voulais un petit peu en parler pour que vous ayez une meilleure idée du fonctionnement. Pourquoi les zodiaques déjà? Parce que les zodiaques, c'est extrêmement robuste, extrêmement pratique et extrêmement stable. Ces zodiaques, en fait, déjà ils sont renforcés, ils sont compartimentés, donc on peut même les crever, on va pas couler. On peut être à plusieurs dessus. On est vraiment sur quelque chose de stable. On peut se lever, on peut naviguer, on peut aussi aller se mettre sur la glace, aller se mettre à terre sans difficulté et sans abîmer le zodiaque. Donc c'est pour ça qu'on s'en sert. Pour monter à bord, c'est extrêmement simple. Ah bon, là, on est sur l'Océan Nova, mais c'est à peu près pareil sur les autres bateaux. Vous avez un membre d'équipage qui est au bateau et qui vous aide à monter dans le zodiaque. Et le guide, là, on voit de dos, c'est Alain Desbois, c'est un de nos guides, qui vous donne la main pour vous faire descendre. Et après, c'est comme un escalier. En fait, juste à côté du boudin du zodiaque, vous avez un marchepied. Et ensuite, le guide vous indique où vous asseoir. Après, on peut se repositionner. Et voilà, c'est très simple et c'est très pratique. Et ensuite, voilà, nos zodiaques, c'est nos salles de conférence à ciel ouvert. On va pouvoir partager nos connaissances, notre passion pour cette région. Et puis aussi, comment dire, profiter des moments de silence, couper les moteurs et parfois profiter juste vraiment du son de la nature. Donc voilà pour le petit aspect zodiaque, donc assez simplement. Euh, et puis maintenant, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. J'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes. Alors, quel est le rythme de vie des ours? Euh, alors, les ours. Alors, je n'ai pas fait une conf sur l'ours, j'aurais pas le. Pour ça, il faudrait que je laisse Christian Kempf, donc notre fondateur qui est spécialiste ours, qui saura en dire beaucoup, beaucoup plus que moi. D'ailleurs, on a un webinaire qu'on avait fait il y a quelques mois sur l'ours polaire qui est disponible sur notre page YouTube. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous mettrai le lien dans le chat hop, je vais le faire de suite avant de parler de l'ours. Euh, alors, l'ours polaire, en fait, il a un rythme assez. Je sais, enfin, je sais pas assez quoi d'ailleurs, mais alors en fait, pour être très simple, l'ours, déjà, il y a un comportement très différent entre le mâle et la femelle. Le mâle ne va pas hiberner, ne va pas hiverner. Il va pendant l'hiver chercher un maximum de nourriture. Ce qui fait qu'il va marcher beaucoup. C'est un animal extrêmement solitaire, il va marcher sur la banquise à la recherche particulièrement de phoques. Il a un odorat extrêmement développé qui lui permet de déceler, de trouver notamment des phoques qui sont sous la glace, qui font des poches d'air, où généralement les phoques mettent bas. Et du coup, l'ours polaire va chercher ces phoques, cette nourriture, donc sous cette glace. La femelle, c'est un petit peu différent, puisqu'elle va mettre bas au mois de décembre à peu près, dans des tanières, enfin sous la neige, et rester à allaiter ses oursons pendant plusieurs mois, jusqu'au mois de mars à peu près. C'est à l'époque à laquelle ils sortent des tanières pour aller. Et là, la femelle doit manger impérativement parce qu'il faut vite qu'elle reprenne des forces parce qu'elle a perdu beaucoup, beaucoup de poids à ce moment-là. Ensuite, pendant tout l'été, l'ours va être un opportuniste. C'est un peu sa période de jeûne. Un ours qui ne s'est pas bien nourri pendant l'hiver a peu de chances de survivre pendant l'été. C'est pour ça qu'on peut croiser des ours faméliques. Alors moi, ça m'est jamais trop arrivé. J'ai vu des ours un peu maigrichons, mais au mois d'août, donc vers la fin de l'été. Mais voilà, pour qu'ils tiennent, il faut qu'ils aient eu un bon hiver et il faut qu'ils aient pu bien se nourrir. Ils vont être des opportunistes, pardon, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'attraper un petit peu ce qu'ils peuvent. On les avait déjà vus se nourrir entre guillemets, mais essayer de manger des œufs dans les colonies d'oiseaux. Ils vont essayer d'attraper des phoques. On a maintenant des comportements qu'on n'avait jamais vraiment observés, notamment des comportements de chasse d'un renne dans l'Issiorde, d'un ours qui a entraîné ses petits à aller chasser le renne. Des comportements d'attaque de morses aussi, sur des morses, ce qui est un comportement rare pour les ours du Svalbard. C'est un comportement qu'on observait plutôt dans les ours dans l'Arctique russe, qui sont un peu plus gros et qui chassaient sur les colonies de morses. Et voilà, donc en fait, pendant l'été, ils vont être le plus opportuniste possible pour essayer de tenir le moins maigrir possible. Et puis quand la banquise va revenir, à ce moment-là, ils vont pouvoir reprendre leur longue marche à la requête de nourriture.
L'ours, pour en parler, il faut minimum une bonne heure. Donc voilà, c'est un résumé extrêmement simple. Il y a énormément de choses à savoir sur l'ours. C'est une espèce extrêmement passionnante, capable de nager sur des centaines de kilomètres. Et c'est enfin voilà, enfin, c'est vraiment une espèce vraiment, vraiment passionnante. Et de le voir, quand on est à l'occasion de le voir en vrai sur ces voyages-là, c'est quelque chose de vraiment d'extrêmement émouvant et extrêmement fort. Euh, une question sur les assurances techniques. Alors ça, c'est technique parce que moi, je m'occupe moins de ça, mais je vais essayer d'y répondre. Grands espaces, maladie, accidents compris. Alors, pour cette question sur les assurances, je vous recommande de contacter votre contact du bureau, la réservation, que ce soit Justine, Sarah, Mathilde ou Carla. Moi, là, je ne saurais pas trop vous répondre. Je sais juste on propose une assurance multirisque hein, pour l'annulation, notamment au dernier moment, pour éviter les frais d'annulation. Après, on a une assurance rapatriement qui nous permet de vous rapatrier s'il y a quoi que ce soit. Mais voilà, sinon, pour vraiment les aspects techniques, commerciaux et assurances, je vous recommande d'en parler directement avec nos équipes de réservation qui sont bien mieux y répondre que moi. Le webinaire sera disponible en replay. Vous recevrez un petit email à la fin qui vous permettra de le revoir si vous le souhaitez. Généralement, on le publie sur notre chaîne YouTube aussi après. Les boissons comprises. Alors, les boissons ne sont pas comprises, sauf eau, thé, café, chocolat chaud, etc. Sur l'Oceanova, les prix sont assez. Enfin, on n'est pas sur des prix normalement qui sont fous. Mais voilà, je n'ai pas les prix en tête sur l'Explorer. Je sais que sur l'Océan Nova, je crois que la bière est autour des 3,50 €, 4 € en fonction de la bière. Voilà, ça peut vous donner une indication. Un budget pour l'Explorer, généralement, on compte entre 15 et 20 € par jour par personne pour les personnes qui aiment bien boire un petit verre le soir ou le midi. Voilà. Généralement, c'est un petit peu ce qu'on a comme retour. Est-ce qu'on peut laver les habits sur place? Sur l'Oceanova, oui, il y a une blanchisserie à bord. Vous aurez dans votre armoire un petit filet avec un petit papier et que vous pouvez, vous mettez vos affaires sales dedans et que vous remplissez les informations sur le petit papier qui détaille les vêtements que vous avez mis dedans. Et puis ensuite, vous le laissez accroché, je crois, à la porte de votre cabine. De toute façon, les instructions vous seront données à bord. Et puis, en fait, l'hôtellerie s'en occupe et vous le ramène le lendemain ou sur le lendemain. Mais ça, de toute façon, à bord du bateau, vous avez toujours un briefing complet de l'hôtel manager qui vous donnera ces informations-là. Eh bien voilà, je pense que ce webinaire touche à sa fin. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. J'espère aussi vous avoir donné envie d'aller découvrir cette région merveilleuse qui est le Spitzberg. C'est vraiment un lieu assez féerique pour plein de raisons, avec des paysages incroyables et puis une espèce de paix un petit peu quand on est à terre, avec sans un bruit, sans juste le souffle du vent et la glace qui crépite en bas, les vélages, etc. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Et puis on a vraiment une excellente équipe de guides qui est passionnée par ces régions et qui adore partager ces connaissances avec des conférences vraiment passionnantes, aussi bien sur l'histoire, sur la faune, il y a des tonnes de choses à expliquer et à raconter, donc voilà, c'est, on en revient changer. Généralement, c'est vraiment un voyage qui change, qui vous change. Et nous aussi, hein, enfin, à chaque fois qu'on y va, c'est toujours un bonheur et un bonheur de partager notre passion pour ces régions. Donc voilà, je vais clôturer. Alors j'ai juste une dernière petite question qui a été posée. Merci beaucoup pour vos messages déjà. Et puis une petite question sur la température du bateau. Généralement à bord du bateau, on est dans les 22-23 degrés. On est sur une température tout à fait agréable. Voilà, une tenue décontractée à bord. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses. Voilà. Et encore une fois, voilà, j'espère peut-être à bientôt sur les bateaux. Moi, je pars cette saison, peut-être l'année prochaine pour d'autres qui partiront. Dans tous les cas, voilà, on a vraiment une équipe passionnée, passionnante, et je sais que si vous venez avec nous, vous apprendrez beaucoup, beaucoup de choses et vous en reviendrez vraiment changé. Donc voilà, donc j'espère à très bientôt.
Le replay sera bientôt disponible. Les petits films, n'hésitez pas à aller voir sur notre page YouTube. Vous avez tous nos films d'anciens voyages qu'on publie régulièrement. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.